Faut le dire tout de suite, Aube n'est pas un poème des Cahiers Doués. C'est un poème plus tardif, étant donné qu'il serait daté entre 1873 et 1875. En effet, Aube fait partie des Illuminations, recueil qui est entouré de tout un tas de mystères, étant donné qu'on ne sait pas très bien dans quelles circonstances Rimbaud l'a composé. Est-ce qu'il l'a fait avant une saison en enfer, en même temps, après? En tout cas, une seule chose est certaine, c'est sa publication. Les Illuminations a été publié en 1886, alors que Rimbaud, lui, se trouve en Afrique et a quitté l'Europe. Vous remarquez que déjà, c'est un poème en prose. Donc Rimbaud en a fini totalement avec ce qu'il appelle dans sa lettre à Paul Demny la vieillerie poétique. Aube est un poème qui véritablement permet d'illustrer la théorie du voyant. On verra que par le thème du rêve, par le thème de peut-être du délire, cette fois, on assiste véritablement à un dérèglement de tous les sens. En tout cas, on peut remarquer que le titre est assez symbolique. L'aube annonce un nouveau départ, l'aurore d'une nouvelle aventure. C'est un texte qui résonne par ailleurs comme une sorte d'annonce de ce qui va suivre dans la vie de Rimbaud, étant donné qu'il va bientôt se réveiller, réveil qui le mènera hors de la poésie. Toujours est-il on peut voir que c'est un poème qui fait le récit d'un réveil. Un premier élément, le poème suit une progression narrative et fait le récit d'une expérience personnelle. Bon, ça c'est un premier niveau. Par ailleurs, on peut voir deuxièmement que le poème développe un univers de rêve avec du merveilleux. On est totalement dans le conte de fées, la réalité se transforme et fusionne avec un univers légendaire. À un autre niveau, même si le poème, par ailleurs, il faut le préciser, a quand même un fond réaliste. Le poème aussi joue sur l'éveil des sens. La synesthésie propre à l'écriture de Rimbaud se retrouve ici, étant donné que la déesse de l'aube est personnifiée et se voit dotée d'un immense corps qu'il s'agit de poursuivre. Le poème, enfin, se termine par un dénouement brutal en forme d'énigme. Selon son habitude, Rimbaud a réservé au lecteur une fin assez déconcertante. La phrase d'ouverture sonnait comme un cri de victoire, tandis que la chute qui s'ensuit prend la signification d'une soudaine interprétation. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, ce poème narratif est assez difficile à expliquer, tout simplement parce que le sens n'est pas stable. Le sens est multiple. Comme nous disait Rimbaud, il faut apprendre à lire dans tous les sens. Et c'est justement pour ça qu'on peut donner plusieurs interprétations au récit. Dans un premier niveau, on pourrait dire que c'est simplement un rêve. Le poète qui se réveille fait une course-poursuite avec le soleil. Mais à un deuxième niveau, est-ce que ce qui le poursuit, ce ne serait pas tout simplement une femme, l'amour, faisant de ce poème, en fait, une sorte de rêve sensuel, voire érotique. Et puis enfin, cette course-poursuite ne serait-elle pas celle engagée envers la poésie? Ce que le poète quête dans le texte, eh bien, en fait, c'est tout simplement la poésie elle-même. Bon, vous voyez, alors vous verrez que dans cette analyse, on va pouvoir osciller entre plusieurs interprétations. Alors procédons à la lecture de Aube. J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte, les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au Wasserfall blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors, je levai un à un les voiles. Dans l'allée, en agitant les bras par la plaine où je les dénonçais au coq.
À la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et, courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassai. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassés, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Dans le premier mouvement, le poète se met en action, en même temps que le lever du jour. Ses sens se mettent en éveil pour rendre compte de sa découverte d'un univers tout à la fois naturel et merveilleux. La nature se met, elle aussi, donc en éveil, et commence alors à se transfigurer en se personnifiant et en offrant des premiers trésors. Alors, dès le début, le premier vers est « J'ai embrassé l'aube d'été ». On peut remarquer que, alors qu'il s'agit d'un poème en prose, nous avons ici affaire à un octosyllabe qui entre en écho, par ailleurs, avec le dernier paragraphe, enfin la dernière strophe, qui elle aussi est un octosyllabe. Donc il y a une volonté ici quand même de rattacher la poésie novatrice de Rimbaud à une tradition avec l'octosyllabe, ce vers classique qu'on retrouve notamment dans les récits épiques. Si on s'attarde maintenant sur « J'ai embrassé l'été », on peut remarquer une métaphore amoureuse avec le verbe « embrasser » qui évoque tout de suite la sensualité. Le verbe peut être pris ici au sens figuré, c'est-à-dire prendre en charge, s'attacher à quelque chose. Donc le poète ici va embrasser le thème de l'aube, mais en même temps on peut le prendre au sens propre, et dans ce cas-là, ça serait prendre dans ses bras. Et dans ce cas-là, on peut voir que l'aube d'été serait féminisée et il y aurait un rapport sensuel qui tout de suite s'initie. Rien ne bougeait encore au front des palais. On peut constater dans cette deuxième phrase, cette fois, une négation, qui est redoublée dans la phrase d'après, les camps ne quittaient pas. Ces deux négations suggèrent l'immobilité totale. Pour l'instant, il n'y a pas de vie. On pourrait dire que peut-être l'inspiration n'est pas encore advenue au poète, ou du moins que cette aube, cette femme, n'est pas encore en émoi, elle reste calme, impassible. Deux interprétations. S'ensuit ensuite, on peut remarquer ensuite tout le champ lexical du conte de fées. On a véritablement affaire ici à tous les motifs propres à ce genre enfantin, avec un palais, des eaux, les bois, le bois où souvent dans les contes on fait des expériences. Le décor donc crée une atmosphère onirique. Il ne s'agit finalement que d'un rêve d'enfant. L'oxymore entre l'eau était morte, associe paradoxalement la vie et la mort, suggérant une forme de stagnation à nouveau. C'est de l'eau stagnante, comme si, ici, pour l'instant, l'inspiration du poète n'a pas encore été éveillée, ou, deuxième interprétation, encore une fois, le désir érotique ne s'est pas encore arrivé. Bref, on peut voir que le début commence avec une activité en berne. Toutefois, assez rapidement, juste après, il y a des verbes d'action qui témoignent cette fois d'un réveil. On a le verbe marcher, on a le verbe réveiller, regarder, lever. Donc, petit à petit, tous sont soit au passé composé, soit au passé simple et enfin au participe présent. Tous ces verbes suggèrent donc une mise en mouvement du poète qui influe d'ailleurs sur le décor, étant donné qu'il y a une sorte de rapport de cause et de conséquence. La nature se réveille grâce au poème. C'est parce qu'il se marche, que le poète se met en marche, que le décor prend vie, il se réveille. Ce qui montre bien qu'en fait, c'est lui qui initie le mouvement, c'est lui qui crée, en fait. Bon. Et donc, signe de cette vie qui affleure, c'est la personnification. On retrouve la personnification de la nature avec des haleines vives et tièdes, montrant ici l'éveil et la métamorphose de la nature, qui se poursuit d'ailleurs avec les verbes regarder et lever. Par ailleurs, on pourrait interpréter ces haleines vives
et ces pierres qui regardent comme des animaux. Ça serait une métonymie des animaux, c'est-à-dire que le souffle des animaux, les pierreries seraient leurs yeux, et on comprend pourquoi il est question d'ailes. Peut-être s'agit-il ici d'oiseaux. Le deuxième mouvement marque cette fois est marqué par des rencontres, deux rencontres surnaturelles. Donc le poète poursuit le récit de sa vision, et cette fois, il va rencontrer d'abord une fleur et une cascade, donc des rencontres naturelles, et après il fait une rencontre totalement surnaturelle, étant donné qu'il croise la route d'une déesse. Donc, vous voyez bien que l'expérience du rêve s'approfondit à travers des rencontres sensuelles et amoureuses. Donc, il le dit lui-même, avec la périphrase la première entreprise fut, ici, ça montre bien que, déjà, on ne sait pas très bien quelle est la nature de cette entreprise, qui est comme aussi un vocabulaire qui appartient notamment à l'amour. On entreprend une femme. Donc, en fait, il est en train de nous dire qu'il fait une première conquête amoureuse, et cette première conquête amoureuse, c'est précisément la fleur. On peut constater ensuite l'importance de la synesthésie, étant donné que plusieurs sensations se voient mêlées. On a le sentier qui est frais et blême, deux sens, le toucher et la vue sont mêlés. Et puis ensuite, on a aussi la vue qui est très importante avec les adjectifs blond et argenté. Donc le rêve se colore, à moins que ce soit la femme, la déesse, qui prend vie, à moins enfin que ce soit l'inspiration qui, d'un seul coup, prend vie, elle aussi, fait des éclats, des étincelles, et voilà. Donc, première rencontre, on l'a dit, c'est une fleur. Cette fleur est personnifiée étant donné qu'elle parle, elle dit son nom. Ce qui tend à montrer que le poète serait celui qui a la capacité de rentrer en contact, de comprendre le langage des fleurs. Et par ailleurs aussi, pourquoi elle annonce son nom? C'est une annonce de l'arrivée de la déesse à travers une première incarnation féminine sous la forme d'une fleur. D'ailleurs, en fait, la déesse prend plusieurs formes. D'abord une fleur, ensuite une cascade, et enfin, c'est la déesse. On peut remarquer que le poète, face à cette expérience, est joyeux. On peut le voir avec le verbe rire, qui montre une forme de spontanéité. Il est pris d'enthousiasme et entre totalement en harmonie avec la nature. La cascade est soumise à une métaphore, étant donné que pour rendre compte de son flot, on parle d'une chevelure blonde. Celle-ci, en fait, cette chevelure annonce l'arrivée de la déesse. La nature se féminise et prend de plus en plus corps. Par ailleurs, l'utilisation du terme allemand Wasserfall ici tend à renvoyer aux légendes germaniques et fait de la cascade un être mythologique. On peut remarquer encore que le complément circonstanciel de lieu à la cime argentée, ça montre qu'en fait le poète, cette fois, a effectué une ascension, il vise le ciel, la déesse provient du ciel, elle vient d'ici et elle se manifeste donc à lui. Enfin, par rapport à cette déesse, remarquons qu'elle est nommée par, du moins sa façon d'être nommée est floue. On parle de la déesse. L'article défini laisse planer le mystère quant à l'identification de cette apparition. Et cette déesse, c'est une femme, c'est la poésie, c'est une muse. Bon. On ne saura pas, étant donné qu'on en demeure de façon indéfinie à la déesse. Le troisième mouvement. Alors on peut remarquer que le troisième mouvement opère une sorte de course-poursuite. Raconte une course-poursuite.
En fait, après avoir reconnu la déesse, eh bien, cette fois, le poète veut lever ses voiles. Il s'engage dans une poursuite qui est tout à la fois poétique et amoureuse. Il cherche à prendre possession d'elle et surtout de la comprendre. L'adverbe « alors » souligne donc l'enchaînement logique des événements qui président au déroulement de son rêve. Après avoir reconnu la déesse, il veut désormais tenter de l'approcher de plus près. On remarque ici une action assez métaphorique avec le poète qui veut lever un à un les voiles. Alors, en fait, lever les voiles peut prendre plusieurs significations. Ce serait la métaphore de plusieurs choses. Déjà, au sens figuré, lever les voiles, ça veut dire partir, ça veut dire s'enfuir. Donc, il part à la poursuite de la déesse. Mais en même temps, il veut lever les voiles, peut-être veut-il tout simplement, au sens cette fois propre, lui enlever les voiles, donc la déshabiller. Et dans ce cas-là, le poème serait plutôt, aurait une teinte légèrement érotique. Et puis enfin, lever un voile, ça peut être découvrir au sens intellectuel du terme, et dans ce cas-là, le poète voyant voudrait justement essayer de la comprendre, d'élucider le mystère qu'elle incarne. Donc, toujours est-il qu'ensuite, la course-poursuite s'engage avec des verbes d'action. On a le verbe lever, agiter, dénoncer, fuir, courir, chasser, entourer, qui donne une forme de dynamisme à la scène, orchestrant une véritable traque. Donc, le poète et la déesse, ça donne un jeu imaginaire, sensuel, de chat et de souris. La succession des compléments circonstanciels de lieu agence une déambulation qui dans plusieurs paysages, étant donné qu'on passe par un paysage d'abord rural à un paysage citadin. D'abord, on est dans l'allée, donc la plaine, donc la nature. Ensuite, à la grande ville, les cloches, etc., sur les quais de marbre, on est dans la ville, pour enfin revenir dans la nature avec la route et les hauts-bois de lauriers. On peut s'attarder quand même sur les lauriers, étant donné que ici ils sont liés en fait à un dieu. Un dieu qui est Apollon qui est le dieu de la poésie, ce qui pourrait sembler dire qu'en fait le poète est en quête précisément de l'inspiration poétique. Remarquons que juste avant de monter sur la route, enfin d'atteindre la haute route et le bois de laurier, le poète se comparait à un mendiant. Cette comparaison à un mendiant file la métaphore du poète vagabond qu'on retrouve déjà dans les cahiers. Le poète désire atteindre cette déesse, il désire atteindre ses faveurs, il n'est qu'un mendiant qui a besoin de ses trésors. Ensuite, on assiste enfin à une étrange et énigmatique union, étant donné qu'il a entouré avec ses voiles amassées et il a senti un peu son immense corps. On remarque l'utilisation du lexique de la sensualité. Donc c'est une véritable union sensuelle. On peut remarquer aussi l'euphémisme de la sensation avec « j'ai senti un peu », ce qui désincarne dans une certaine mesure cette fusion. Et enfin, on peut remarquer qu'il souligne un contraste entre le corps, l'immense corps de la déesse et celui du poète mendiant. En tout cas, la chute est brutale, parce qu'au moment même où le poète a réussi à atteindre la déesse, on assiste à une chute dans tous les sens du terme. Le fait d'avoir effleuré la déesse met un terme à son aventure. La possession et la réalisation du désir produisent un retour brutal à la réalité, et le poème se clôt sur un sentiment d'échec, sur une régression.
Alors on peut remarquer que, pour commencer, les deux groupes nominaux coordonnés, l'aube et l'enfant, désignent chacun la déesse et le poète. L'aube, ça serait donc la déesse, et on comprend que maintenant son identité est plus claire, et l'enfant, c'est le poète qui parle de lui à la troisième personne, comme si finalement, comme dans un rêve, il s'éloigne de sa propre image, hein. Il se regarde en train de vivre la scène et de chuter. Hein. Par ailleurs, on peut remarquer que donc, l'aube et l'enfant tombèrent au bois du bois. On a une allitération en beu, hein, qui donne une impression de lourdeur et surtout qui donne une sorte de sonorité un peu enfantine, puérile, comme un balbutiement avec le be. Le verbe tomber et le complément circonstanciel au bas du bois contrarie le mouvement ascensionnel qui précédait. Avant, on était en hauteur, maintenant, eh bien, on tombe. C'est une chute tout à la fois physique, mais c'est aussi une chute très métapoétique, c'est-à-dire que, étant donné que le poème lui-même connaît sa chute. Le mouvement des personnages accompagne le mouvement du poème lui-même. Enfin, on termine avec la dernière phrase. Au réveil, virgule, il était midi. Alors, elle marque un retour au réel. C'est-à-dire qu'après le dérèglement de tous les sens, le poème revient à un réveil qui se marque par ailleurs par une versification très traditionnelle avec l'octosyllabe. Le rythme court de la phrase renforce la brutalité de la chute et surtout, il y a quelque chose d'un peu étrange dans ce « au réveil, il était midi », étant donné qu'il s'agit d'un réveil assez tardif. Hein, un réveil normalement est matinal, là, il est à midi. Et s'il est à midi, cela semblerait dire quand même que tout ce qui s'est passé avant n'était pas totalement un rêve, étant donné que du temps s'est passé. Midi, ici, symbolise le zénith. Hein, et donc, l'aube s'est véritablement levée. Au fond, le poème n'est pas si délirant que cela, c'est-à-dire que le soleil qu'il était en train de poursuivre, eh bien, dans son rêve, s'est levé dans la réalité. Bref. Dans ce poème, on peut donc voir que Rimbaud, si on revient à la problématique, propose un poème qui joue sur plein de sens. Déjà, on peut le voir que c'est un poème qui joue sur tous les sens, dans la mesure où il est difficile de stabiliser l'interprétation. Ça peut être une course amoureuse, une course poétique, une course onirique. On peut voir aussi que les sens se dérèglent, hein, étant donné que Rimbaud écrit un texte qui mélange la vue, l'odorat, le toucher, bref, c'est une vraie expérience. Et c'est une expérience véritablement de voyant. Bon, on pourrait quand même rapprocher ce poème de la biographie de Rimbaud, étant donné que, dans une certaine mesure, ce réveil que Rimbaud, ce retour au réel, la vie de Rimbaud va l'opérer, étant donné qu'il va dire bientôt adieu, lui aussi, à la poésie. Il va quitter le rêve poétique pour aller vers la poésie du réel.